Vous êtes bien installés? La conférence va bientôt commencer. Reporters sans frontières dénonce la visite du président rwandais en France. Bonjour à tous, je m'appelle Lilia et je suis en CM2. Notre invité aujourd'hui est Christophe Deloire. Bonjour Christophe. Bonjour Lilia. On se dit bonjour, mais en fait on s'est déjà parlé avant. Mais on fait comme ça dans toutes les émissions de télé pour accueillir tout le monde. Et là on est nombreux puisqu'il y a 400 classes. Ah bon? Oui, il y a près de 400 classes qui nous regardent de plein de pays, du Vietnam, du Koweït, du Sénégal et d'autres encore. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières et vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Nous allons parler du rôle des journalistes. Vous allez nous faire une conférence de 20 minutes et ensuite, vous répondrez en direct aux questions des élèves qui nous regardent du monde entier. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct au-delà des frontières. Bonne conférence à tous. T'as 10 ans, Lilia? Oui. Moi, j'en avais 9 et j'ai rêvé de devenir journaliste. J'étais dans un tout petit village, mais c'est ce que j'avais envie de faire parce que j'avais envie de découvrir le monde. Pas simplement de voyager, mais d'aller voir plein de gens différents. Et j'ai cru à mon rêve, puis j'ai fini par devenir journaliste après avoir fait des études. Et ça m'a permis de rencontrer, c'est ce que j'ai toujours trouvé formidable en étant journaliste. J'ai jamais eu l'impression d'avoir un métier. J'ai eu l'impression que je faisais ce que j'avais envie de faire, même si j'avais pas besoin d'être payé. Et donc d'aller voir des milliardaires et des gens très pauvres, des policiers et des voleurs, des gens très très différents. Et je suis allé aux Jeux Olympiques en Australie. J'ai fait des enquêtes, avec des agents secrets. J'ai fait plein de choses. Et voilà, c'est ça aussi le journalisme. Ah bon. Tu veux qu'on commence la conférence? Bien sûr. Donc on va commencer par un dessin. Ce dessin qui peut-être apparaît sur l'écran. Et ce dessin, normalement c'est un dessin drôle, mais je ne sais pas si tout le monde le comprend là. Dans les classes, on est habitué à ce que le professeur, et je rends hommage aux professeurs, aux instituteurs, demande le silence. Mais là, c'est une conférence sur la liberté d'expression, c'est-à-dire le monsieur, il est en train de dire, je vais vous dire que tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, et en même temps, il demande à tout le monde de se taire. Donc, il est pas très, c'est pas très cohérent tout ça. C'est comme s'il disait des choses un peu absurdes. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est pas du tout une blague. Et je vais commencer par parler d'un pays que sans doute peu d'enfants connaissent et qui s'appelle la Birmanie. La Birmanie, c'est un peu plus loin que l'Inde. Et dans ce pays, pendant des années, des dizaines d'années, il y a eu des dictateurs. Et des dictateurs, ça veut dire, alors c'était des militaires, et qui dirigeaient le pays et ne supportaient pas ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et les envoyaient dans des prisons horribles. Maintenant, ça va un peu mieux. Et la personne, là, Win Tin, qu'on voit à l'écran, donc il s'appelle Win Tin, je l'ai rencontré, maintenant il est mort, mais je l'ai rencontré jusqu'avant qu'il meure, et c'est quelqu'un qui a passé 19 ans en prison, parce qu'il était journaliste. Parce qu'il essayait de révéler des informations. Sur sa main, tu as vu, il y a quelque chose d'écrit. Oui. Aung San Suu Kyi. Et en fait, c'est une femme admirable, qui a contribué à libérer la Birmanie. Et lui, il a aussi contribué. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais vous avez passé 19 ans en prison, tu te rends compte, 2 fois la longueur de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que ça valait la peine? Pourquoi vous avez fait ça? Et lui, il m'a répondu, parce que la liberté de l'information, la liberté des journalistes, c'est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres libertés. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de journalistes, tout le monde se retrouve soit en prison,
soit peut pas choisir sa vie, peut pas prendre de décision parce que il y a personne pour vérifier si ce que disent les dirigeants du pays est vrai. Et d'ailleurs, juste après, on va vous montrer une petite vidéo avec une jolie petite musique de Noël. Mais la vidéo, elle montre ce que serait un monde sans journalistes. C'est quand les présidents des pays parlent d'eux-mêmes. Voilà ce qu'ils diraient d'eux-mêmes s'il n'y avait pas de journalistes pour dire la vérité. On lance la vidéo ? Bien sûr. Donc je te demandais ce que tu avais pensé de la vidéo. Bah, on dirait qu'ils ont l'air gentils, mais contrairement à ça, en fait, non. Ouais, c'est des présidents, ceux qu'on a vus, de pays comme la Corée du Nord, comme la Turquie, qui sont des présidents qui en fait sont pas du tout gentils, comme tu le dis, mais eux, ils ont envie de donner cette image, voilà. Et les journalistes, ils servent. C'est à ça qu'ils servent, c'est à montrer que c'est pas vrai ce qu'il y avait à l'écran. Et de la même manière, là, tu vois ce que c'est ? Oui. C'est quoi ? Bah, c'est un Big Mac dans la pub et un Big Mac en vrai. Eh ben voilà, c'est exactement ça, t'as deviné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les présidents, c'est vrai aussi sur d'autres choses, y compris ce qu'on consomme. C'est-à-dire que dans le monde, il y a plein de gens qui sont dont le métier consiste à dire que les choses sont formidables et parfois elles sont moins formidables. Oui. Et qu'on a besoin de le savoir pour pas se faire tromper de la même manière que y a des enfants qui, dans la cour de récré, disent des mensonges. C'est important qu'on puisse savoir s'ils mentent ou pas. Et les journalistes, ça sert aussi à ça. Alors, j'ai un peu raconté ce que c'est que des journalistes. Lui, tu le connais ? Lui ? Oui. Qui c'est ? Qui c'est ? Je ne connais pas son prénom par contre. Ah oui, il s'appelle David Pujadas et il présente le journal de 20 heures. Et souvent, les gens, ils connaissent, c'est les journalistes qui sont les plus connus, ceux qui présentent les informations, comme le journal de 20 heures sur les télévisions. Et lui, son travail, c'est d'être devant, ce qu'on fait là maintenant, d'être devant une caméra et de rapporter les informations. Mais en fait, il y a des autres journalistes qui, eux, vont chercher les informations et qui vont les chercher un peu partout. Et là, par exemple, ça, c'est dans un pays qui s'appelle le Brésil, et c'est des journalistes qui vont dans les rues, qui vont là où les événements se déroulent. Ça, c'est ceux qu'on appelle des reporters. Alors là, c'est des photographes et des caméramans. Ils ont des appareils photo et des caméras de télévision. Pourquoi il y a des militaires ? Parce que c'est les caméramans et les photographes, ils sont venus assister à un événement. Là, on ne sait pas, puisqu'elle est en dehors de notre champ de vision. Mais parce que manifestement, il y a une opération militaire dans les rues. Et les reporters, ils sont venus pour qu'on puisse raconter ce qui se passe. Et donc, par exemple, le caméraman, il est en train de filmer. Et ce qu'il filme, le soir, on le verra au journal télévisé, présenté par quelqu'un comme David Pujadas, dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Mais il y a d'autres journalistes encore qui font leur travail de recherche, par exemple, sur Internet. Alors là, on voit sur son ordinateur, c'est sans doute, je la connais pas cette journaliste, mais c'est sans doute une journaliste économique, et elle lit des rapports, et elle essaie de comprendre, par exemple, comment fonctionnent les entreprises. Il y a beaucoup de journalistes différents. Et là, je voulais montrer quelques exemples. Alors maintenant, on va venir à la situation des journalistes dans le monde. Ça, c'est une carte du monde. Et c'est une carte qui essaie de montrer les pays où les journalistes sont les plus libres, ça veut dire peuvent faire leur métier sans qu'on vienne les mettre en prison, les menacer, et ceux dans lesquels c'est beaucoup plus difficile. Alors, ceux dans lesquels c'est le mieux sont en blanc. Et tu as vu, c'est en haut. L'Europe du Nord, des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande. Et les pays les pires, c'est les pays en noir. On a de la chance en Europe, c'est qu'on est le continent où la presse, les journalistes sont les plus libres par rapport à tous les autres continents. Et donc les pays les plus difficiles, c'est la Libye, parce qu'il y a
une guerre et que les journalistes se font beaucoup tuer. Le Soudan. Moi, journaliste, j'y suis allé au Soudan du Sud. C'est des pays où, évidemment, pour les gens, c'est extrêmement difficile, mais ça l'est aussi pour les journalistes, où l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Chine. Oui. La Chine, c'est un pays où il y a plein de journalistes en prison. Alors maintenant, on va prendre deux exemples un peu particuliers. Un pays qui est un tout petit pays que sans doute tu ne connais pas, l'Érythrée. Tu en as déjà entendu parler de l'Érythrée ? Jamais. C'est le pays qui, pour nous, pour l'organisation Reporters sans frontières, est le pire. Celui où les journalistes peuvent rien faire, ils sont jetés en prison. Et c'est donc le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse que publie Reporters sans frontières. Il y a des journalistes qui sont depuis 20 ans en prison. Moi, je connais des enfants à Paris. Leur papa, c'est des petites filles. Enfin, maintenant, elles ont grandi. Oui. Leur papa, il était journaliste en Érythrée et elles ont dû partir avec leur famille. Et leur papa, elles ne savent pas où il est exactement. Il est dans une prison, on pense, mais elles ne savent pas exactement parce que ça gêne le dirigeant de ce pays. C'est vraiment difficile pour elles, évidemment. Maintenant, on va regarder un autre pays qui est la Turquie. Là, tu en as entendu parler de la Turquie, on en parle beaucoup de la Turquie. J'étais cette semaine, lundi et mardi, en Turquie. C'est un pays où il y a beaucoup de journalistes en prison, où le président du pays, qui s'appelle Erdogan, il a réussi, en peu de temps, à empêcher les journalistes de dire la vérité. Il a fait en sorte, il a réussi par plein de moyens, par des menaces, à faire en sorte que la plupart des journalistes, maintenant, ils disent du bien de lui. Il porte ce qu'on appelle sa propagande, c'est-à-dire c'est sa publicité. Ils font simplement la publicité du président. Et malheureusement, c'est devenu dramatique. Et lui, là, je suppose qu'on le voit à l'écran, il s'appelle Erol Onderoglu, et il travaille pour Reporters sans frontières, pour l'organisation que je dirige. Et il a défendu des journalistes, et juste parce qu'il a défendu des journalistes, juste parce qu'il a exprimé sa solidarité, il risque aujourd'hui 14 ans de prison. Moi, j'y suis allé en début de semaine parce qu'il y avait son procès. Enfin, un moment de son procès. Vous l'avez aidé ? On était là pour le soutenir et on fait beaucoup de choses dans le monde entier pour le soutenir. Mais malheureusement, c'est le président de Turquie qui est le plus puissant et les juges en Turquie ne sont pas très indépendants. Mais pour l'instant, il est libre. Mais il a fait de la prison déjà à cause de ça. Alors ensuite, on va en venir, tu sais, il y a un petit questionnaire, des énigmes à résoudre, c'est dans cette émission, Oui. On fait ça, et donc on va donner un deuxième indice. T'es d'accord ? Oui. Et donc l'indice sur l'invité mystère, c'est le suivant, je le lis, je pense qu'il apparaît à l'écran. Emprisonné, il a été libéré au terme d'une campagne de mobilisation internationale. Oui, c'était une animation sur Léa.fr. Voilà, c'est sur Léa.fr et l'enquête continue. Il y avait eu un premier indice, ça c'est le deuxième indice, tout à l'heure il y aura un troisième indice, et c'est comme dans un livre de mystère, il faut essayer de trouver qui est la personne. Et celui qui le trouve ? Celui qui le trouve, c'est formidable de trouver. Celui qui le trouve, au fond, il peut se dire qu'il est comme un journaliste qui a fait des enquêtes et qui a trouvé la vérité. Et c'est ce qui se passe dans chaque classe, mais je crois savoir qu'il y a déjà des classes où on a trouvé la vérité. On continue ? Je ne sais pas si tu connais ce pays, le Mexique. Si. Juste à côté des États-Unis, on parlera des États-Unis après. C'est un pays où je suis allé en février. Oui. Et c'est le pays dans le monde où le plus de journalistes sont tués parce qu'ils font leur métier. Alors là, ils ne sont pas tués par le président. Ils sont tués par tous ceux qui font des trafics, les voleurs, les trafiquants de drogue. Et moi, j'ai rencontré des journalistes absolument incroyables. Ils ont un courage fou. Ils continuent à faire des enquêtes. Ça, c'est la photo qu'on voit là. C'est une photo de journalistes qui ont été tués. On leur a tiré dessus. Tous les moyens sont bons pour les faire taire. Et ils sont plus de 100 en 10 ans à avoir été tués. Simplement parce qu'ils voulaient révéler comment ça se passait. Et c'est des situations terribles, mais il y a quand même des journalistes qui continuent. Il y en a beaucoup, évidemment, qui ont peur
et qui s'arrêtent de faire bien leur travail, mais il y en a qui continuent et qui prennent des risques parce qu'ils pensent que c'est juste et que c'est un bon moyen de protéger leur famille que d'aller dire la vérité. Passons maintenant au pays juste au-dessus, aux États-Unis. Bon, les États-Unis, là, tu connais bien. Oui. Et tu sais qu'il y a un nouveau président qui a été élu. Oui, Donald Trump. Et le nouveau président, je ne sais pas si tu sais, mais il dit beaucoup de mensonges. Il en a dit énormément pendant la campagne électorale, avant d'être élu, et il continue à en dire. Et tu as vu, il pointe du doigt ce qu'on ne doit pas faire comme ça. Et il dit des mensonges, et quand des journalistes, des grands journaux américains disent la vérité, lui il dit que ces journaux mentent. Alors c'est devenu très compliqué, parce que imagine, je sais pas, on va prendre des exemples à l'école. Si à la cantine par exemple, si celui qui préparait les plats mentait sur les aliments, et qu'à la place de bons aliments, il donnait des choses absolument horribles, bah, ça serait pour les enfants, pour tout le monde. Oui. Si les instituteurs racontaient absolument n'importe quoi, ça aiderait pas les écoliers à grandir, à comprendre de mieux en mieux le monde. Et le danger, quand il y a des présidents comme ça, c'est que pour l'ensemble du pays, ça soit semblable aux exemples que je viens de donner. Et les journalistes, là, ils résistent, ils essaient de dire la vérité. La question, c'est est-ce qu'on les croit ? On donne un autre exemple sur l'enquête ? Oui, avec plaisir. Alors, l'invité mystère, toujours, et c'est le troisième indice pour les petits détectives. On peut dire ça, les petits détectives ? Oui. L'invité mystère, celui dont on cherche le nom, a été nominé au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen. Bon, là, ça devient plus facile. Que veut dire prix Sakharov ? Alors, très bonne question. Sakharov, c'était un Russe qui a eu plein de problèmes parce que on l'empêchait justement d'exercer sa liberté. Et donc, c'est quelqu'un qui est mort maintenant, mais qui est très connu pour son courage. Et le Parlement européen, tu sais ce que c'est ? C'est là où il y a les députés européens. C'est là où il y a les représentants qu'on élit pour nous représenter à Bruxelles, dans l'Union européenne. Et le Parlement européen remet un prix pour honorer ceux qui défendent la liberté de l'esprit. Et Reporters sans frontières, par exemple, a eu ce prix Sakharov. Mais là, c'est un indice pour l'enquête des petits détectives. D'accord. Et on va finir par une image. Bon, c'est facile de voir ce que c'est. Oui. Et j'allais dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, on peut le faire quand on joue à cache-cache, le temps que les autres aillent se cacher. Mais dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ne veulent pas voir la réalité telle qu'elle est, qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas apprendre, qui préfèrent rester avec leur ignorance. Et puis il y a ceux qui ont envie d'enlever les mains des yeux et de regarder. Et quand on regarde, quand on écoute, et les journalistes ils servent à regarder et écouter, eh ben on peut comprendre le monde. Et donc quand on arrive à comprendre, et ça vaut quand on est au CP, ça vaut quand on est comme toi au CM2, ça vaut plus tard dans la vie, eh ben on peut faire un peu plus ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas trompé par plein de mensonges. Et évidemment qu'il y a des journalistes qui parfois disent des mensonges, mais les journalistes courageux, eh ben, ils nous aident à vraiment ouvrir les yeux, et ça, c'est important pour nous tous. Et je dis juste un mot pour finir sur Reporters sans frontières. Donc on est une organisation dont le siège est à Paris, mais qui est une organisation très internationale. On a des bureaux partout dans le monde. On a des correspondants dans 130 pays. 130 pays, ça fait beaucoup. Oui. Ça fait encore plus que le nombre de pays qui nous regardent là aujourd'hui. Et qui partout défendent ceux qui essaient de décrire le monde tel qu'il est. Voilà. Bon, je crois que je n'ai pas dépassé 20 minutes. C'est bon, on est dans les temps. Merci beaucoup Christophe. C'était vraiment très intéressant. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses.
maintenant, c'est à vous d'envoyer vos questions et réactions à Christophe Deloire en vous connectant à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, nous avons reçu plus de 500 questions. Nous avons une première question de Lou Thomas, CM2, Laxou École Louis Pergaud. À votre avis, que deviendrait le monde sans journalistes ? Alors, c'est ce qu'on a essayé de montrer tout à l'heure. En fait, le risque, c'est qu'on ne saurait pas exactement où on vivrait. Il y aurait plein de mensonges autour de nous. Plein de gens qui diraient que tout est très joli, qui sont parfaits. Et nous, on ne saurait pas. Donc ça serait vraiment difficile d'être libre, quel que soit notre âge. Comment les journalistes peuvent-ils travailler dans les pays où la presse n'est pas libre ? Comment RSF peut les aider et les protéger ? Lily, CM1, Présentévilliers, École Adulte Pré. Alors merci Lily pour ta question. Il y a deux questions en fait. Oui. Moi tout à l'heure je parlais de courage. Il y a beaucoup de pays où je vois des reporters, des journalistes qui sont prêts à faire un métier qui est dangereux vraiment pour eux et qui continuent. Parce qu'ils sont convaincus que s'ils font pas ça, ça va être vraiment mal pour l'ensemble de leur pays. Et nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on fait ce qu'on appelle des campagnes, c'est-à-dire on parle partout, on fait des discours, on va dans les médias, parce que ça aide les journalistes courageux qu'on parle d'eux. Parce que les présidents, par exemple, ils osent moins leur faire du mal si on parle d'eux. Et puis, on va voir les présidents. Et puis on essaie de leur dire que nous, on dira du mal d'eux si ils continuent à faire du mal aux journalistes courageux. Et puis on les aide parfois très concrètement quand ils doivent sortir d'un pays. On peut les aider à sortir, à continuer leur vie. On peut faire beaucoup de choses pour eux. D'accord. Quelles sont les qualités nécessaires à un bon journaliste ? Marion, CM1, Montpellier, École Auguste Comte. Moi, je dirais que la plus grande qualité, c'est d'être curieux. C'est d'avoir envie de savoir. C'est... T'as remarqué tout à l'heure, quand on s'est rencontrés avant l'émission, je t'ai posé plein de questions. Oui. C'est de poser des questions. Et c'est... Il y a beaucoup de gens, et à tous les âges, qui pensent tout savoir, qui... avant même d'être allés sur place, disent « moi je sais, c'est comme ça ». La première chose, c'est de se dire « je veux d'abord regarder, je veux d'abord écouter ». Et même si ça ne correspond pas à ce que je pense, ce qui est important, c'est ce qui se passe, c'est ce que je vais voir. C'est ça la grande qualité pour être journaliste. Ladja, CM2, HR, École élémentaire, Paul Langevin. Où vous sentez-vous menacé ? Moi, ça m'est arrivé de me sentir menacé quand je suis allé dans des pays comme ceux que je montrais en noir tout à l'heure sur la carte. Mais le plus dur, c'est pas pour les journalistes français qui vont à l'étranger, dans ces pays durs, même si parfois dans les pays en guerre, évidemment qu'on se sent menacé. Mais c'est pour les journalistes de ces pays, parce qu'eux, ils habitent là. Toi, un journaliste, un reporter qui part de France et qui va là-bas, il peut repartir à un moment. Mais le journaliste qui habite sur place, il ne peut pas repartir. Il a sa famille là, et s'il est menacé, on saura où il habite. Et c'est beaucoup plus difficile pour lui. Comment les journalistes font-ils pour filmer lorsque c'est interdit, mais qu'ils veulent quand même donner les informations ? Laura, CE2, Cabourg, École publique de Cabourg. Alors, il y a plein de moyens. Je vais te donner un exemple que j'ai vu très récemment, mais je ne dirais pas lequel pour qu'on ne les reconnaisse pas. Mais c'était deux journalistes qui étaient dans un pays où ils avaient demandé l'autorisation de tourner, et on ne leur avait pas donné l'autorisation. Ils n'avaient jamais eu de réponse. Et ben, ils ont fait semblant d'aller en vacances. Et ils étaient avec une caméra, et puis ceux qui partent en vacances, ils ont des caméras. Ben là, ils faisaient comme s'ils étaient en vacances, sauf qu'au lieu de tourner des scènes à la plage, ben, ils allaient filmer ce qui les intéressait vraiment. Non. C'est un peu bizarre. Ça te plaît comme idée ? Ah oui. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation difficile, comme une prise d'otage ou proche d'une zone de combat ? Paul François, CM1, Vescovato, école primaire Vescovato, village. C'est en Corse. Oui. Alors, ça m'est arrivé, oui, d'être dans des situations difficiles, parce que
Un jour, je me souviens d'un groupe de militants qui était proche d'un groupe terroriste qui voulait envoyer un message au gouvernement français et qui donc m'a empêché de sortir d'une pièce pendant un moment. Ça n'a pas été horriblement dangereux, mais je suis allé dans des zones, en Arabie Saoudite par exemple, où normalement on ne va pas se promener comme ça parce qu'il peut y avoir des réactions très fortes. Ceux qui prennent les risques les plus grands, c'est les reporters de guerre, c'est ceux qui vont filmer les combats. Oui, comme ça. Et moi, j'ai jamais filmé de combat, je n'étais pas caméraman. Et celui qui prend plus de risques, généralement, c'est celui qui a la caméra. Oui. C'est très dur. Quelle est la somme d'argent dont dispose RSF pour toutes ses missions de journalisme dans le monde et d'où vient l'argent? Jégu, CM2, Bordeaux, école élémentaire d'Héry. Ah, ça, c'est une question, j'allais dire, c'est presque une question d'adulte. Ça, c'est. Je peux donner une somme, je ne sais pas si ça dira quelque chose aux élèves qui nous regardent. Le budget, c'est-à-dire l'argent qu'on a par an à Paris, c'est 5 millions d'euros, à peu près. Et ça vient de plusieurs sources. On est très indépendants, c'est-à-dire ceux qui nous donnent de l'argent, ils ne nous disent pas quoi faire. Et c'est par exemple ce qu'on appelle des agences de développement, c'est-à-dire des ministères, mais dans des pays très démocratiques, en Suède par exemple, ou à Bruxelles, l'Union européenne, ou des personnes privées, ou ce qu'on appelle des fondations. Et puis c'est un album photo qu'on vend et qui est souvent montré aux informations et qui s'appelle 100 photos pour la liberté de la presse. Combien d'années doit-on étudier pour devenir journaliste? Marie, CM1, Cailloux-sur-Fontaine, école élémentaire Cailloux-sur-Fontaine. Alors il n'y a rien d'obligatoire, parce que comme le journalisme c'est un métier de liberté, on n'est pas obligé d'avoir tel ou tel diplôme. On peut n'avoir fait pas du tout d'études et être journaliste. Après c'est mieux d'en faire, mais d'ailleurs de manière générale, c'est mieux de faire des études longues. Ouais. Et puis il y a des écoles de journalisme. Moi j'en ai dirigé une, mais quand j'étais élève j'en ai pas fait. J'ai jamais étudié le journalisme. J'y suis allé, j'y ai cru et j'ai commencé à faire des enquêtes et puis je les ai publiées comme ça. Et donc c'est pas obligatoire mais c'est utile aujourd'hui pour si on veut travailler à la télévision, il y a beaucoup de techniques, on a à apprendre à filmer, à monter un sujet en radio, c'est des choses qui sont compliquées et donc il y a des écoles pour ça. D'accord. Avez-vous déjà refusé un sujet de reportage ou d'article? Si oui, pourquoi? Héloïse, CM2, Équevilly, école Victor Hugo. Alors en France, évidemment qu'il peut y avoir des sujets qui sont refusés, mais la première chose, c'est qu'on se dit, est-ce que c'est intéressant quand on est journaliste? Parce que il ne faut pas juste que ça nous intéresse nous, il faut que ça intéresse plein de gens. Et les lecteurs de notre journal ou les téléspectateurs quand on travaille pour une chaîne de télévision, et donc toute la journée, les journalistes réfléchissent à ce qu'ils vont montrer. Et donc il y a beaucoup de choses qu'ils ne montrent pas, parce que c'est un choix. Et tous les choix, on peut les contester, on peut dire que ce n'est pas le bon choix, mais c'est leur travail aussi de faire des choix. Pourquoi des militaires ne veulent-ils pas que les journalistes prennent certaines choses en photo? Léo, CM2, Saint-Louis du Sénégal, école Saint-Exupéry. Alors c'est une très bonne question de Léo, parce que c'est vrai que souvent, quand il y a des conflits, des militaires, ils refusent que soit montré ce qu'ils font. Pourquoi? Alors, notamment pour une raison, c'est que les militaires, une partie de la guerre, c'est de dire qu'on est le plus fort, pour faire peur à l'autre. Et pour montrer qu'on est le plus fort, il ne faut pas montrer si jamais on a des problèmes. Par exemple, si on a des soldats de notre côté qui sont tués. Et donc, dès qu'il y a une guerre, eh ben on fait, dans tous les pays, ceux qui se battent, ils ont tendance à dire des choses fausses pour dire regardez on est les plus forts. Alors moins dans les démocraties que dans les pays avec des dictateurs, donc sans liberté, mais c'est quand même une chose qui se fait dans tous les pays. D'accord. Comment êtes-vous devenu secrétaire général de Reporters sans frontières? Mathis, 6e, Ruelle Malmaison, Collège Marcel Pagnol. Moi, j'ai fait du journalisme, j'ai écrit à la télévision, à TF1, à Arte. J'ai fait de l'enquête pour un
un journal, j'ai fait des livres, j'ai fait des films documentaires, et puis après je suis devenu directeur d'une école de journalisme pendant 4 ans, et puis un jour, j'ai vu qu'on recrutait quelqu'un pour diriger Reporters sans frontières, et j'ai posé ma candidature. Et puis j'ai essayé d'être le meilleur pour y arriver, puis c'est moi qu'on a choisi, j'ai eu de la chance. Comme moi, quoi. Tu as la question suivante ? La presse écrite sert-elle encore à quelque chose avec Internet? Aurélien, CM2, Montauban, Hugues Panassier. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait du texte. Et il y a différents moyens pour faire passer les informations. Il y a le son, c'est la radio. Oui. Il y a l'image. Et ça, l'image, c'est les télévisions, par exemple. Et puis, il y a le texte. Et le texte, depuis Gutenberg, en fait, plutôt depuis la fin du XVIIe siècle, les journaux, c'était sur du papier. Ça continue à être sur du papier, mais c'est aussi beaucoup sur Internet. Ce qui est plus difficile sur Internet, c'est d'arriver à voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent et qui n'ont jamais été vérifiées. Les journalistes, ça sert à vérifier. Mais l'important, c'est de lire, et de lire des choses qui ont été vérifiées. Nous avons reçu plus de 700 questions. Comment préparez-vous vos articles? Lana, CM2 et Kylian, CM1, Montagnac, école élémentaire Louis Pasteur. Préparer un article, c'est passer des coups de téléphone, envoyer des mails, aller voir des gens, aller voir sur place. Et parfois même pour un article très court, de moins d'une page, ça peut être 50 personnes. Mais sur un sujet, il faut trouver la personne qui a l'information principale et qui a l'information. Et donc, le rôle du journaliste, c'est d'aller poser des questions à tout le monde pour trouver enfin la personne qui va lui donner un document ou qui aura elle-même assisté à une scène et qui pourra lui dire voilà comment ça s'est passé. Et ça, c'est un travail très long. C'est pas il suffit pas d'appeler une personne et qui décrit quelque chose, parce qu'on peut vraiment dans ces cas-là se tromper, parce qu'une seule personne, ça peut, même en étant honnête, dire quelque chose qui est un peu faux. Tu sais, si on demande c'est un exercice qu'on fait parfois, si on demande, il y a quelque chose là dans le couloir, il y a un couloir à côté de notre studio, s'il se passe un événement et qu'on est 3-4 personnes à assister à la même conversation, on ne va pas tous raconter la même chose. On n'aura pas tous vu la même chose. Et donc, le travail du journaliste, c'est d'essayer vraiment de savoir ce qui s'est passé. Pas juste de compter sur une personne qui ne dira pas la même chose qu'une autre personne. Oui. C'est très dur de faire dire ça. Avez-vous perdu des journalistes qui vous étaient proches? Alicia, CM2, Beaumont-sur-Vesse, école primaire Beaumont-sur-Vesse. Ouais. Reporters sans frontières, par exemple, il y avait une jeune femme qui était une jeune journaliste qui allait beaucoup dans des pays d'Afrique. Au Soudan, notamment au Soudan du Sud dont je parlais tout à l'heure, et qui venait chez nous parce qu'on prête des casques et des gilets pare-balles. Tu vois ce que c'est, des casques et des gilets pare-balles? Oui. Et on lui en avait prêté pour des reportages, et elle est repartie en reportage dans un pays d'Afrique, et elle a été tuée. Et malheureusement, oui, il y a des gens qui sont proches de Reporters sans frontières qui, parfois, parce qu'ils continuent à prendre des risques, mais ils prennent des risques pour pouvoir aller chercher l'information. Donc, ça nous arrive, oui, d'avoir des gens qu'on connaît qui sont tués. Moi, j'ai pas eu quelqu'un de très très proche, Oui. à titre personnel, mais des proches de l'organisation, il y en a beaucoup. Une amie, par exemple. Travaillez-vous beaucoup avec des lanceurs d'alerte? Anderson, CM1, Montpellier, école Auguste Comte. Quand on défend le journalisme, c'est important de défendre ceux qui donnent des informations aux journalistes. Oui. Et les lanceurs d'alerte, alors c'est compliqué à expliquer ce que c'est un lanceur d'alerte. Toi, tu sais ce que c'est un lanceur d'alerte? Non. C'est une personne qui, par exemple, travaille dans une entreprise, elle est obligée de garder le secret, mais elle voit quelque chose de vraiment pas bien. Et elle en parle dans l'entreprise, ou dans là où elle travaille, hein, et personne ne veut l'écouter. Et donc elle finit par prendre un risque, parce qu'elle n'a pas le droit de révéler, mais par révéler ça, par l'envoyer à quelqu'un. Et c'est, pour les journalistes, c'est ce qu'on appelle des sources, c'est ceux qui donnent l'information. Et donc c'est important, quand ces informations sont intéressantes, de les défendre aussi.
ressentez-vous quand vous êtes sur le terrain, les élèves de CM1, CM2, Chérisy, école élémentaire de Chérisy? Ça dépend, mais moi j'adore arriver dans une ville que je connais pas. J'adore aller assister à une scène, à un événement, ou rencontrer des gens qui sont très différents de ceux que j'ai rencontrés avant. Oui. Et moi, de ma vie de journaliste, j'ai comme ça plein de souvenirs. Je me souviendrai toujours d'avoir assisté à la course du 100 mètres aux Jeux Olympiques à Sydney en Australie. Je me souviendrai toujours d'être allé voir des gens qui sont considérés comme très méchants et d'avoir parlé avec eux, et d'avoir essayé de les comprendre. Ou voilà, d'avoir été avec des agents secrets, avec des délinquants, et d'essayer à chaque fois de comprendre pourquoi ils sont comme ça, pourquoi et ça amène à... Voilà, c'est important de découvrir ça, je crois. Et donc ce que je ressens, c'est d'abord, pour répondre bien à la question qui a été posée, voilà, de la curiosité, de l'envie de comprendre. Avez-vous rencontré des situations dangereuses? Alex Simia, Beth Shamad, lycée Montaigne. Alors on a déjà répondu... C'est au Liban. Pardon ? Au Liban. C'est au Liban. Ah oui. J'ai déjà répondu à une question un peu comme celle-là tout à l'heure. Moi, là, les journalistes qui rencontrent les situations les plus dangereuses, c'est par exemple ceux qui vont en Syrie, et c'est devenu presque impossible d'aller dans certaines zones de Syrie pour des journalistes parce qu'ils se font tout de suite repérer. Mais par exemple, on a 2 personnes de Reporters sans frontières l'autre jour qui travaillent avec nous, qui sont allées à Kaboul, en Afghanistan. C'est un pays extrêmement dangereux. Et là-bas, on aide des femmes journalistes. Et c'est encore plus dangereux pour les femmes journalistes. Et on les aide à se défendre. On dirait quand même du Liban, c'est wow. Oui. Liban. Du Liban, oui. Au cours de vos reportages, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Collectif CM, Cercy en Beaujolais, école primaire publique. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? J'ai peut-être quelque chose qui m'a le plus surpris. C'est que souvent, quand il y a un conflit, quand il y a des gens qui sont en grand désaccord, alors ça peut être des pays, ça peut être des personnes, ça peut être des groupes de personnes, on va rencontrer un groupe et on s'aperçoit que les gens ne sont pas totalement méchants et que si on était à leur place, on penserait ça. Et puis on va rencontrer l'autre groupe qui pense exactement le contraire. Et en fait, on se dit exactement la même chose. Si on était à leur place, on penserait peut-être ça aussi. Alors ça ne veut pas dire que tout est pareil, qu'il n'y a pas des groupes qui n'ont pas un peu plus raison que d'autres, ou des personnes qui ont un peu plus raison, mais en même temps ça permet de voir que le monde est compliqué et que si on veut le comprendre, il faut arriver à se mettre dans la tête de l'autre. Est-ce que tous les journalistes voyagent? Emeline, CM1, Lan, école primaire Lan, de Lan. Non, il y a beaucoup de journalistes qui ne voyagent pas. Il y en a qui travaillent derrière leur ordinateur, il y en a qui travaillent dans les studios de télévision. Et je dirais qu'aujourd'hui, sans doute que la majorité des journalistes ne voyagent pas beaucoup. Pas assez. De moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de possibilités de voyager. Et voyager, c'est pas simplement pour le plaisir, c'est parce que ça permet de... Rien ne remplace le fait d'être allé voir sur place. Et souvent, on se dit, à tel endroit, ça doit être comme ça, mais quand on arrive sur place, c'est vraiment autre chose. Et donc, si on veut avoir confiance dans un journaliste, c'est quand même mieux qu'il aille voir lui-même, plutôt qu'il ne rapporte quelque chose que quelqu'un d'autre a vu. Oui. Quelle personnalité vous a le plus impressionné parmi celles que vous avez interviewées? Hugo, 6e B, Versailles, Collège Raymond, Poincaré. Peut-être que c'est pas un hasard, mais tu sais, au début de la conférence, on a montré l'image d'un monsieur qui était comme ça, oui, avec un nom écrit. Et lui, il m'a impressionné, parce qu'il avait 85 ans quand je l'ai rencontré, qui continuait à se battre,
qui s'est battu pour la liberté d'un pays, qu'il a eu une vie horrible, il a passé 19 ans en prison dans des conditions vraiment horribles, mais il avait quelque chose de lumineux dans le regard, il avait de l'espoir, et lui m'a beaucoup impressionné. Mais je disais, j'en rencontre beaucoup des gens très impressionnants. On a parlé dans la conférence de l'Iran. Il y a une dame qui soutient beaucoup Reporters sans frontières, et qui est une prix Nobel de la paix. Tu vois ce que c'est, prix Nobel? C'est le plus grand prix, la plus grande récompense. Elle s'appelle Shirin Ebadi, et c'était une avocate, une magistrate en Iran, et elle s'est battue pour son pays. Elle continue maintenant à l'étranger, et elle a eu plus de courage que les autres. Et nous, j'allais dire, on a la chance, c'est de voir tous ces exemples. Et il y a tellement de gens qui font des choses admirables que ça vaut la peine de les regarder et de les suivre un peu. Oui. Votre vie est-elle mouvementée? Si oui, pourquoi? Tijani, CM2C, Joinville, Le Pont, École Boulangji. Elle est amusante, cette question. Est-ce que ma vie est mouvementée? Je dirais que ma vie, elle est beaucoup dans les avions. Je prends très souvent l'avion. Je vais un peu partout dans le monde. Que parfois, je me retrouve d'un seul coup quelque part et je suis obligé de faire un discours. Que je vais à la fois dans des toutes petites villes à rencontrer des gens inconnus, puis que je vais à l'ONU à New York, et j'ai la chance d'aller un peu partout. Et pourquoi? Alors, tu veux dire pourquoi je le fais ou pourquoi j'ai la chance? Bah si oui, pourquoi? Non, voilà pourquoi elle est mouvementée, parce que j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, qui est plein d'aventures, oui, qui est plein de surprises, et puis surtout on défend des gens qui le méritent, qui ont beaucoup de problèmes, mais nous on a de la chance. Et ça, et puis on a l'impression de faire quelque chose d'utile, et ça c'est important. Avez-vous déjà donné involontairement de mauvaises informations? Comment avez-vous corrigé cela? Mathis, CM1, Roquette, école élémentaire de Roquette. Alors, j'ai pas fait d'énormes erreurs. Il m'est arrivé, comme à tout le monde, vraiment à chaque fois que j'écrivais, je faisais attention à vérifier 15 fois. J'ai horreur de faire des erreurs. Ça m'est arrivé de faire des petites erreurs, et ça m'embête toujours pendant très longtemps. Même 10 ans plus tard, je peux y penser. Parce que si vous avez dit quelque chose d'un peu faux sur quelqu'un, ou si vous avez dit quelque chose d'un peu faux à plein de gens qui sont c'est quand même très embêtant. Et je pense que les journalistes, quand ils font des erreurs, ils doivent présenter leurs excuses. Ils doivent. C'est une chose généralement qu'ils n'aiment pas, comme tout le monde d'ailleurs. C'est très humain, on n'aime pas dire qu'on s'est trompé. Mais quand on s'est trompé, si on veut inspirer confiance, quand on s'est trompé, il faut le dire. Il faut voir pourquoi on s'est trompé. Il faut tout faire pour ne pas le refaire. Combien de temps met une information pour être transmise? Emma, CE2, le Richard Perrault. C'est mon école. Ah, et donc tu connais Emma? Oui. C'est toi qui lui avais soufflé la question? Non. Ah bon, non. Maintenant, c'est très rapide. Il y avait une époque où un journaliste qui partait en reportage, s'il prenait des photos, il fallait que... C'était avec une pellicule. Toi, tu dois pas savoir ce que c'est qu'une pellicule photo. Si, c'était avant le numérique. Si, ça me dit quelque chose. C'était un petit ruban qui gardait les photos. Et ça, fallait l'envoyer. Donc, il fallait le mettre dans un avion. L'avion arrivait. Et ça encore, quand ça pouvait prendre l'avion, mais sinon, c'était le bateau. Et c'était très lent. Et maintenant, grâce au support numérique, on peut presque voir tout le temps en direct ce qui se passe. Alors, on voit en direct les événements, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas, parce que c'est derrière les portes. Et ça, il faut parfois beaucoup de temps d'enquête avant que ça arrive à notre connaissance. C'est une dédicace à toute ma classe. Pourquoi dans certains pays, la liberté d'expression n'est pas possible? Antoine, Nino, Lola, CM1, Lambersa, école Victor Hugo.
Dans l'histoire de l'humanité, le fait d'être libre de s'exprimer, ça a été plutôt une rareté. Et heureusement, dans ces dernières dizaines d'années, il y a eu une augmentation du nombre de démocraties. Mais là, on est dans un moment, avec Internet, où tout le monde peut plus s'exprimer qu'avant, et ça c'est formidable. Mais en même temps, tout le monde peut raconter plus de mensonges qu'avant. Ça, c'est pas formidable du tout. Et pourquoi il faut se battre maintenant, c'est pour que ceux qui racontent, qui font attention à ce qu'ils racontent, qui vérifient, on leur accorde plus confiance qu'à ceux qui racontent n'importe quoi. Et le risque qu'on a tous, c'est que parfois on préfère quelqu'un qui dit quelque chose de faux, mais qui dit quelque chose qu'on pense déjà, plutôt que quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, mais qui nous surprend. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, j'ai l'impression que le risque, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, si on va... je sais pas si toi, t'es sur Facebook. Non. Non. Bon, un jour, tu seras peut-être sur Facebook. Et là, tu verras plein de gens qui envoient des informations. Et c'est-à-dire qu'ils diront, voilà ce qui s'est passé dans ta classe, voilà ce qui s'est passé dans ta ville, voilà ce qui s'est passé dans ton pays, et qui raconteront des choses. Et qui disent, voilà, ça s'est passé hier. Et là-dedans, il y aura des choses fausses et des choses vraies. Et ce qui est très compliqué, moi je me mets à la place, ça a toujours été compliqué, mais c'est encore plus dur aujourd'hui. Et moi je me mets à la place des élèves d'aujourd'hui et de leurs enseignants. C'est extrêmement compliqué, c'est comment on arrive à voir ce qui est vrai et à voir ce qui est faux. Et tu vois, moi je vois, il y a des gens qui disent qu'ils font des enquêtes et qui racontent des choses sur moi qui sont totalement fausses. Et ils m'ont jamais passé un coup de fil pour vérifier si c'était vrai. Et il y a plein de gens qui les croient. Parce que c'est des choses un peu accusatoires. Voilà. Et ça, c'est un grand danger, c'est de se tromper sur ce qu'on croit vrai ou faux. Et c'est pour ça que nous, on défend les journalistes qui sont indépendants, qui vérifient, qui font tout pour raconter des choses vraies. Est-ce que tous les journalistes disent la vérité ? Comment en être sûr ? Amélia, CM2, Audincourt, école Georges N. Non, alors je vais répondre très franchement, non, malheureusement. Je suis pas là en train de dire que tous les journalistes disent la vérité. Tout à l'heure, je parlais de la Turquie. Oui. Les journalistes, maintenant, ils sont tous pour le président. Donc ils disent que le président a envie d'entendre. Mais ça devrait pas être comme ça, un journaliste. En France, les journalistes sont très critiqués. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les journalistes ne disent que des mensonges. Alors ça, c'est pas vrai. Moi, je vois les journalistes, comment ils sont en France. Ils ont plein de défauts. Mais quand même, l'immense majorité a envie et fait tout pour raconter des choses vraies. Et moi, je crois plus un journaliste que quelqu'un qui n'est pas allé sur place, mais qui raconte, voilà c'est comme ci, voilà c'est comme ça. Et aujourd'hui il y a beaucoup ça. Et on a tous plutôt tendance à croire notre voisin, notre ami, nos proches. Mais en fait, les proches, ils peuvent porter des rumeurs. Tu vois, s'il y a quelque chose qui est faux dans ta classe ou dans ton école sur quelqu'un, tout le monde va dire « Ah, quelqu'un m'a dit que… » je sais pas, par exemple, on dit qu'une personne a volé quelque chose dans la classe. Et je le sais parce que mon copain m'a dit ça. Et puis le copain, il va raconter, ainsi de suite. Et puis tout le monde va penser ça, alors que c'est faux à l'origine. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est comment on arrive à savoir si même les gens en qui on a le plus confiance au monde, et tous, on a plus confiance dans nos parents, dans nos frères et sœurs, dans nos copains, mais eux, ils ne sont pas non plus allés sur place, donc ils ne savent pas non plus, donc ils peuvent aussi dire des trucs faux, même en pensant que c'est vrai. Oui. Avez-vous déjà eu peur lors de vos reportages ? Raphaël, CM2, Bussy, école primaire. Oui, mais arrivé d'avoir peur. Alors, je vais raconter. Une fois, j'avais fait une enquête qui était une enquête sur un crime. Et où quelqu'un que je pense innocent avait été condamné à 18 ans de prison. Et moi, je crois que j'ai trouvé l'assassin. Et je suis allé lui poser des questions. Et j'étais face à lui, il y avait un couteau sur la table. Et je dois avouer, je débutais ma carrière, j'avais un peu peur. Mais bon, ça va, il m'est rien arrivé. C'était lui ?
Ben, malheureusement, mais peut-être on le saura un jour grâce à l'ADN, mais pour l'instant, l'enquête continue, j'espère qu'on le saura un jour. Quel est l'événement historique le plus important auquel vous avez assisté? Jules Evans, CM2, Castelnau de Guerre, les Staroches. Alors, il y a un événement auquel j'ai pas assisté et auquel je regrette toute ma... C'est pas vraiment une réponse à la question, mais et je regretterai toute ma vie, c'était la chute du mur de Berlin. Tu vois ce que c'est? La chute du mur de Berlin? Oui. En 1989. Oui. Berlin, c'est la capitale aujourd'hui de l'Allemagne, et c'était entouré par un mur de 160 km et qui séparait le monde des démocraties du monde communiste que beaucoup de gens voulaient fuir. Et le mur est tombé, moi j'étais étudiant, et je regretterai toujours de ne pas y être allé ce jour-là. Mais j'ai vu beaucoup de choses depuis, mais là, il y a quelque chose qui s'est joué, et parfois, et j'étais pas journaliste à l'époque, j'étais étudiant, mais j'aurais dû sauter dans un avion. Nous allons maintenant parler de l'invité mystère. Vous avez trouvé qui est? J'ai vu que certaines écoles ou classes l'avaient deviné dès hier soir. Il s'appelle Can Dündar. Ça s'écrit, son prénom il s'écrit Can, C-A-N. En fait, ça se prononce Can Dündar, et il est turc, et c'est un très grand journaliste. Maintenant, il ne peut pas retourner en Turquie, parce que sinon il serait mis en prison. Il a déjà fait beaucoup de prison. Nous, on l'a aidé à sortir de prison. Il a été libéré, il habite à Berlin. Et malheureusement, le président turc, le gouvernement turc, empêche que sa femme le rejoigne, juste pour leur pourrir la vie. Donc c'est là qu'on regarde la vidéo, je crois, de Can Dündar. Congratulations everyone, you found who I am. You are a great journalist already. My name is Can Dündar. I am a journalist from Turkey struggling for press freedom and freedom of expression in my country. I hope you'll be joining me soon in this struggle as brave journalists. Hope to see you then. All the best to you. Nous allons lire une autre question. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour créer un bon journal d'école? Les élèves de CM1 CM2, RI Orangy, école élémentaire Oranger. Alors la presse lycéenne, la presse scolaire, c'est une presse qui est très vivante. Moi, je découvre ça dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il y a beaucoup de journaux et avec des articles qui sont très intéressants à lire. Et c'est une belle manière alors à la fois de faire comme si on était journaliste, mais aussi d'apprendre à regarder autour de soi. Parce que il y a des choses qu'on n'ose pas faire quand on n'a pas l'obligation, par exemple, pour écrire un article. Et quand on doit écrire un article, eh ben on va voir et on va poser les questions. Et donc c'est un bon moyen de le faire et puis d'aller parler à des gens à qui sinon on ne parlerait jamais. Avez-vous déjà été menacé de mort? Guillaume, CM2, Francheville, école du Bourg. Je vais être franc, je me souviens plus. J'ai déjà reçu des menaces. Je crois pas. Non, je crois pas. Mais vous avez toujours, quand vous êtes journaliste, vous rencontrez plein de fous. Il y a quand même parfois des gens un peu fous qui racontent n'importe quoi. Moi, quand j'étais journaliste, que je faisais des enquêtes, il y avait beaucoup qui m'appelaient. Et au début, je ne me rendais pas compte. Ils appelaient, ils disaient « J'ai des révélations à vous faire, je connais un grand scandale et j'ai envie de vous le raconter ». Puis je les recevais. Et puis au bout de 3 minutes, je me rendais compte qu'ils étaient un peu fous. Donc, quand on est journaliste d'enquête, une des choses qu'il faut faire, c'est arriver aussi à ne pas perdre son temps avec des gens qui racontent n'importe quoi, pour consacrer vraiment son temps à ceux qui ont des vraies choses intéressantes à dire. Est-ce qu'en France, on est vraiment libre de dire ce que l'on veut dans la presse? Mathis, CM2, Huchot, école IS Lyotard. Lyotard. On a encore 1 heure ou pas? Non, c'est une blague. C'est parce qu'il faut très longtemps pour répondre à cette question. En France, on est incroyablement plus libre que dans la plupart des pays dont j'ai parlé. Je ne connais pas de journaliste qui détient dans sa sacoche des grands secrets et qui ne les révèle pas. Après, c'est vrai que, et c'est ce que beaucoup de gens reprochent aux journalistes, on peut trouver que les journalistes ont tendance à dire un peu tous la même chose. À pas oser parfois raconter les choses d'une manière différente.
Et ça, c'est vrai, j'allais dire, dans une classe, parfois, c'est la même chose. Si quelqu'un pense quelque chose de très différent, il n'ose pas trop le dire, parce qu'il a peur que tout le monde lui dise non, non, t'as tort. Et donc, l'objectif, ça doit être de penser par soi-même, de regarder par soi-même et d'écouter par soi-même, et pas simplement de voir ce que les autres voient. Et qu'on ait tous notre propre liberté d'esprit, de pensée, notre autonomie. Et ça, c'est un bon exercice. Et l'école, elle doit nous apprendre ça aussi. Et souvent, si on regarde bien, il y a des gens qui, leur avis, c'est l'avis de... En fait, ils adoptent l'avis des autres. Non, il faut nous forger notre avis à nous. Et vous détenez un secret? Des grands secrets? Non, j'ai pas... donc voilà, il y a des choses qui sont parfois plus difficiles à raconter dans certains journaux, c'est vrai. Mais moi, quand j'ai voulu révéler quelque chose... Alors, il y a eu des fois où on me racontait des choses, et je vérifiais, j'arrivais pas à voir si c'était vrai ou faux. Et dans ce cas-là, je racontais pas. Donc peut-être que parfois, il y avait des choses qui étaient vraies, mais j'ai pas pu les raconter parce que je voulais pas raconter quelque chose dont j'étais pas certain. C'est ça la difficulté. Réussissez-vous à avoir une vie de famille? CE2, CM1, Beauvais, Marcel, Pagnol. Oui, ça va. J'ai un fils, il a 15 ans, et comme toi, il adore les maths. Est-ce que vous... C'est la dernière question. Je me suis pas trompé, t'adores les maths? Oui. Dernière question. Avant-dernière question. Nous avons reçu plus de 900 questions. Est-ce que vous abordez des sujets pas dangereux aussi? Lola, CM1, le Pré Saint-Gervais, école élémentaire Pierre Brossolette. Heureusement qu'il n'y a pas que des sujets dangereux. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas que des guerres. Et si vous allez dans un kiosque à journaux, là où ou chez un magasin, là où on achète les journaux, il y a des journaux qui racontent des choses plus légères. Et c'est une... il ne faut pas que les journalistes y racontent que les actes terroristes, les accidents de train. Il y a beaucoup de choses graves dans la vie, mais il y a aussi beaucoup... et encore plus de choses pas graves et heureuses, mais qui sont parfois plus dures à raconter en fait. C'est plus dur à raconter les histoires de gens heureux. Mais c'est quand même largement aussi intéressant. Dernière question. Qu'est-ce qui vous fait rêver et quel est votre plus grand souhait? Lara, CM1, Beauvais, Antoine de Saint-Exupéry. C'est une très bonne question parce que je me la suis tout le temps posée. Et j'ai eu la chance d'abord parce que j'avais des rêves et que je me suis dit que je pouvais essayer de les réaliser. De le faire. Et dans mes rêves, ah bah tiens, t'aimes bien le foot? Oui. Et ben un jour, moi, ça me plairait d'être président d'un club de foot. Ah bon? Ah bah oui. De quel club? Oh bah ça, j'en sais rien. Mais bon, on est supporters du même club. Et votre souhait, c'est quoi? Non, bah voilà, c'est un rêve. Mais je sais pas si je le ferai. Mais j'ai plein de rêves. Quand j'avais ton âge, je voulais aussi être astrophysicien et regarder, passer ma journée à regarder les planètes. Bon, finalement, j'ai choisi d'être journaliste. On peut pas tout faire. Et un rêve pour la planète et le monde? Pardon? Et un rêve pour la planète et le monde? Ah, le rêve? Bah là, c'est que c'est une plus grande compréhension entre chacun. Et qui permettra à la fois d'éviter qu'il y ait des conflits et évidemment qu'on a des rêves de paix pour l'environnement, mais les rêves, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et aujourd'hui, on est trop souvent, moi j'entends des discours, on dit non mais tout ça c'est des rêves, faut pas y penser. Non, c'est le plus important d'avoir des rêves et d'essayer de se dire qu'on peut y aller. Et ça, Et moi, par exemple, sur le journalisme, je vois dans beaucoup, alors pour des classes plus grandes, de gens à qui on dit non, mais c'est pas pour toi tu y arriveras pas. Ça vaut pour le journalisme, ça vaut pour d'autres professions. Non, quand on croit à quelque chose, quand on a une passion, faut y aller. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci à vous, Christophe, d'avoir accepté notre invitation et répondu à toutes ces questions. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence en direct. Vous étiez très nombreux. Nous avons reçu plus de 900 questions. Et l'enquête continue. Sur léa.fr. Voilà, c'est sur léa.fr. Rendez-vous en mai pour une conférence avec Serge Bress d'Action contre la faim. Excellente journée à tous et à très bientôt.